Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass du low-code. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cédric Papazian, qui travaille dans une grande ESN française sur la practice low-code, donc il va tout nous dire. Voilà, pour l'occasion, je me suis fait un peu plus sérieux, j'ai mis le costard, ce qui n'est pas ton cas, Cédric. Et donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de low-code, évidemment, dans les grands groupes, dans des DSI, dans des métiers, puisqu'on va voir que l'adoption finalement du low-code passe beaucoup par les métiers, ou en tout cas qu'il faut une connivence entre les deux, mais je laisserai Cédric donner son avis là-dessus. On va parler également d'OutSystem, qui est quand même un des acteurs historiques de la scène low-code. Alors pas de ceux qui faisaient autre chose avant, qui étaient du paramétrage et qui finalement se sont dit on va se brander no-code ou low-code, de ceux qui sont vraiment dans le low-code de longue date, puisqu'il me semble que OutSystem a une vingtaine d'années. C'est un acteur européen, puisque c'est un acteur portugais. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi avoir son importance dans le choix, le choix de souveraineté. C'est pas français, mais c'est quand même européen. Et je précise, comme à chaque fois, que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, ni par Devoteam, ni par OutSystem, que je me permets de donner mon avis absolument librement, et que je trouve que OutSystem, comme d'autres outils, a de sacrés avantages à faire valoir. Voilà. Sur ce, Cédric, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous présenter Devoteam? Alors oui, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur moi? Moi, je me considère comme un bébé Devoteam puisque j'ai commencé chez Devoteam en 99, donc il y a quelques années déjà. Et puis après un passage sur un- une autre activité pendant presque 20 ans, je suis retourné chez Devoteam en 2020 où j'ai travaillé dans l'équipe ServiceNow. Et donc j'ai été sales spécialiste ServiceNow pendant quelques années. Et puis à peu près 1 an et demi de cela, j'ai accepté de relever le défi du low-code avec OutSystem. Et aujourd'hui, j'ai comme mission de développer la partie commerce, bien sûr, donc développer le business du OutSystem sur toutes les géographies du groupe en Europe Top. et Et principalement la France. la piscine derrière toi, rien à voir avec Devoteam. Alors, je suis Marseillais et non, je suis pas à Marseille, je suis bien à Levallois et la piscine qui est derrière moi, c'est juste pour cacher le front de la bubble. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus en quelques phrases sur Devoteam, s'il te plaît? Oui, Devoteam, belle réussite française qui a presque 30 ans, ou même 30 ans cette année, en 2025, puisqu'elle a été créée en 95, octobre 95 de mémoire. Et aujourd'hui, on est structuré autour de 4 grands piliers technologiques qui sont les grands cloud providers, donc Azure, Microsoft, AWS et Google GCP. Et également ServiceNow. ServiceNow est un grand pilier du groupe sur toutes les géographies et en transverse, on adresse plusieurs métiers, donc le conseil, le développement d'applications, et les métiers de l'infrastructure. Et bien sûr, la cybersécurité. Ok. Et vos clients, du coup, est-ce qu'il y a une Les industrie clients, particulière? non, on est multi-industrie, on est à la fois généraliste, mais quand même, on s'adresse plutôt à des comptes CAC 40 et plutôt grands comptes. Un petit peu de mid-market, mais ça reste principalement des grands comptes. Top. Ok. Alors, du coup, la question, pour moi, alors, j'ai un peu dérogé à la règle que je m'étais fixée en disant je ne ferai intervenir que des clients, des entreprises comme moi qui ont mis en place le low-code. Et puis, quand même, j'avais une interrogation derrière la tête, c'est quel intérêt peut trouver une ESN à investir ou pas le low-code? Parce que moi, de ma vision tout à fait personnelle, les Capgemini et Atos, je ne les ai pas vus sur la partie low-code. Par contre, Devoteam, Inetom, qui est aussi pas un petit acteur, du OnePoint et aussi éventuellement, je vous ai vu monter, mais sur des acteurs OutSystem, Mendix. Voilà. Donc, concrètement, une ESN et Devoteam, qu'est-ce qu'ils y trouvent dans le low-code? Alors, c'est une très très bonne question. Je vais revenir un peu à ma présentation du groupe Devoteam. Devoteam, on est très proche de nos grands partenaires stratégiques, Microsoft, ServiceNow. Ces 2 grands acteurs ont déjà des solutions de low-code et on ne Ok. peut pas les oublier. Donc, on est obligé d'en tenir compte. Ce sont des offres qui sont aussi poussées par les éditeurs. Et donc, naturellement, le low-code existe et existait avant que Devoteam fasse du OutSystem dans le groupe.
Et la solution à OutSystem est parce qu'on a un centre de compétences historique au Portugal de 150 consultants qui ne font que du OutSystem. Et OutSystem a été identifié comme un partenaire technologique fort parce qu'il apporte à nos clients, en fait, la couche pro-dev qui manquait aux autres solutions de low-code. D'accord. Ok. Donc, on est bien sur une offre, en fait, offrir à nos clients un panel de solutions et pas forcément limité à simplement. On a un devoir de conseil. Donc, on est obligé d'accompagner nos clients et leur proposer plusieurs solutions. Avant d'être une solution et de parler de technologie, on est bien sur comment on peut aider nos clients à résoudre leurs difficultés, leurs problèmes. L'un des problèmes qu'on voit arriver, c'est suite au move to cloud. Une fois que c'est fait, comment je crée des applications cloud natives, comment je transforme mon legacy, etc., etc. Et le low-code est une des solutions possibles. Ok. Donc, si je résume, vous avez identifié cet outil comme un des outils qui permet d'atteindre une meilleure efficience IT. Et de toute façon, le marché, vos clients, ils sont déjà par des acteurs traditionnels où ils vont d'eux-mêmes. Donc, vous les accompagnez. Exactement. Alors, tu as utilisé un terme, celui-là, on ne l'avait pas préparé, ProDev. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer, parce que ça vient face au Citizen Dev, en fait, hein, est-ce que tu peux nous donner ta définition, toi, de cette dichotomie? Alors, je pense que je, je vais répondre par une périphrase et un Ah, exemple. vite. C'est en 2023, j'ai mes clients qui se posaient la question, est-ce que cette application, je la fais en low-code? Ok. Bon, ça veut dire qu'ils ont les ressources, ils ont les moyens de faire du Java, du Python, tout autre langage, du React, etc., tous les langages qu'on peut connaître. En 2024, Gartner leur dit, fin 2024, maintenant, toute nouvelle application, vous devez vous poser la question, pourquoi vous ne la feriez pas en low-code? Et en fait, la différence que je vais faire sur le ProDev et le Citizen, c'est que pour appréhender notamment une plateforme comme OutSystem, il faut avoir la logique de développement. On s'adresse bien à des développeurs qui ont une logique de développement, on se détache du langage, mais on se concentre sur les fonctionnalités, comment je fais pour apporter le service au client, et on est bien sur des solutions qui sont à ce qu'on appelle enterprise grade, et vraiment Mhm. au maximum, haute fiabilité, haut niveau de qualité, gestion du risque, etc., etc. Ce Ok. que, et la criticité de la donnée qui est utilisée également. Ce qui va être moins le cas, certainement, sur des développements citizen, où on va dire au métier, vous développez votre application, votre applicatif, qui est presque jetable et qui n'engendre pas de complexité pour l'IT. Voilà. Ok. Donc, une différence entre le Citizen Dev, qui est le métier ou le métier qui va développer sa propre application avec des outils comme Power Apps, Damas ou Ça peut être du AppSheet de AppSheet, Google, voilà, ça peut chercher le être terme d'AppSheet, très exactement. no code. No code. Et on bascule sur la partie développeur professionnel, où là, on intègre plutôt les DSI généralement, la Digital Factory, ou l'IT des métiers. Je crois que c'est un Exactement. terme que je t'ai annoncé que je te piquerai de toute façon. Et là, on est vraiment sur le développeur, du codeur. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat aujourd'hui parce que je sais que la communauté no-code, low-code se déchire un peu là-dessus. Est-ce que c'est des développeurs? Est-ce que c'est des codeurs? Est-ce que c'est des product makers? En tout cas, sur la partie ProDev, on parle de codeurs, de gens qui sont formés au développement informatique et, si possible, qui ont aussi une belle expérience dessus. Alors, du coup, tes clients, donc on s'est dit qu'on n'avait pas donné de nom quand même, il y a un secret des affaires, mais ils font quoi avec ce low-code? Et cette question provocatrice, mais qu'on entend tous les deux régulièrement, finalement, est-ce que le no-code, low-code, c'est pas que pour du prototypage? Est-ce que c'est vraiment sérieux pour faire des choses costauds? Alors oui, c'est souvent ce que j'ai entendu il y a à peu près 2 ans. Ouais, le low-code, c'est un jouet pour les développeurs et je veux pas en entendre parler. Bah non, c'est pas un jouet. En tout cas, c'est certainement plus un jouet pour les développeurs. Mes clients, la plupart des clients ils ont testé alors je peux parler de OutSystem quand ils ont fait le choix d'OutSystem. On a été plutôt sur des applications qui avaient un périmètre restreint. Euh, Maintenant, au bout d'1 an et demi, et je pense que c'est le cycle normal, quand la DSI s'aperçoit que les résultats sont là,
les rendements sont là, les coûts sont optimisés. D'un seul coup, ils se disent, bah, si on va allez, testons un peu plus, poussons la machine un peu plus fort et testons beaucoup plus que simplement une petite application pour 50 personnes. Et donc, je vois un cycle de maturité qui évolue fortement et une accélération. Dans pratiquement tous les cas, la courbe montre au bout de 1 an et demi une augmentation, mais c'est comme ça, exponentielle, de l'utilisation et de l'adoption de la technologie. Ouais. Et ce qui faisait peur au DSI, c'était mes développeurs, mes personnes en interne ne vont pas l'adopter. En fait, non. Ceux qui étaient les développeurs se sont aperçus que c'était une nouvelle corde à leur arc et que c'était pas un remplacement, c'est bien on complémente, on ajoute une nouvelle corde à leur capacité. Il y a Joe dans le commentaire qui me dit c'est la renaissance des analystes programmeurs. Oui. C'est vrai aussi. Hein. On élargit un petit peu le périmètre des codeurs de ceux qui vont utiliser ces outils. Alors le low code, et ça j'en ai parlé avec quelques clients il n'y a pas très longtemps, je leur dis faites attention, ça va aller très vite. Ils me disent Ouais. non, ça va très très vite. Donc il vaut mieux bien préparer ce que vous allez développer. Donc la phase de conception est critique parce que ensuite vous allez voir, ils vont aller tellement vite qu'il va falloir les alimenter en nouveaux sujets. Et donc si vous n'avez pas préparé votre phase amont, en fait votre factory va s'arrêter. Et on est bien sur une logique d'usine. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est dit aussi en préparant, c'est que on est raccord sur beaucoup de points en fait, hein, mais ça doit pas être un simple choix technologique. Alors, c'est un choix technologique qui doit être aussi considéré comme ça, avec une revue de sécurité, le vendor locking, savoir ce qu'on fait du vendor locking ou pas. Mais si on s'arrête juste à je te prends un outil, je te le mets dans les mains des équipes, elles se débrouillent, elles sont censées être plus rapides, on va manquer l'essentiel de l'intérêt de la démarche. Ah, je suis d'accord, ça ne marche pas. Là où on a vu les plus beaux résultats et la plus grande adoption, c'est quand le plus haut niveau de la DSI est impliqué. Oui. Et donc, c'est bien une stratégie de groupe et une vision. Le low-code pour faire une application, en tout cas avec OutSystem, je n'y crois pas et on va directement à la catastrophe. Si on rentre dans un véritable programme, une véritable vision structurée de rajouter des streams low-code avec même un cadre délimité, hein. On peut dire les clients, je leur conseille d'avoir une matrice de décision sur quand je vais sur du low-code, sur quel low-code et quelle activité. Parce que je suis convaincu que nos clients sont multi-cloud, pourquoi ils ne seraient pas multi-plateforme low-code? Ouais. C'est pas antinomique, au contraire. On est bien sur un sujet d'organisation et un sujet d'analyse des besoins et ensuite technologique qui arrive en fin de course. Ça serait quelque chose à faire, intéressant à faire tous les deux, une matrice de choix. On me l'a encore posé la question ce matin, à quel moment je suis censé aller vers le low-code ou pas. Alors, j'avais pas le Gartner hein, qui disait qu'il fallait poser la question inverse, hein, à quel moment je dois faire autre chose que du low-code. Mais c'est vrai que c'est une question récurrente à se garder comme idée, Cédric, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et même dans la matrice de choix et aussi sur la techno. J'ai des clients qui m'ont posé la question, mais je fais du Power Platform ou du ServiceNow? Alors, la question, c'est où sont vos données? Qu'est-ce qui est le plus simple? Et après, la question de coût. Comment vous payez vos licences? Est-ce que ça va avoir une application? Quels utilisateurs, etc. Ça, c'est vous, votre matrice qui est personnelle à vous dans votre entreprise. Mais les solutions existent. Top. Je reviens sur l'idée de robustesse pour enfoncer encore un peu plus le message. Alors, c'est que moi, j'ai l'habitude d'expliquer qu'à la Poste, on l'utilise sur des activités absolument cœur de métier, même des process bancaires, des choses comme ça. Tu vois, tu me disais que OutSystem, alors je ne sais pas si c'est avec Devoteam ou pas, mais l'aéroport de Lisbonne est géré avec OutSystem. Oui. Et ça fait 15 ans qu'ils sont sur OutSystem. Et Devoteam, effectivement, a participé au développement de plusieurs applications de l'aéroport de Lisbonne, effectivement, et on est sur les applications critiques. Donc, la gestion des pistes d'atterrissage, c'est du OutSystem. La gestion des chariots, des bagages, etc., des tapis roulants, c'est du OutSystem. Donc, oui. Et ça, c'est un des sujets que j'essaie d'être un peu parfois provocateur auprès de mes clients, c'est de leur dire, mais vous savez, vous allez basculer sur du low-code, la maintenance,
ça veut dire qu'on n'aura pas bien fait les UAT ensemble. Ouais. C'est une application est extrêmement solide. Vous allez, votre demande, elle sera plutôt sur l'évolution et pas sur la correction. Ok. Et c'est un véritable changement de paradigme aussi. Ah bah oui, tout à fait. Ils achètent de l'assurance, c'est ce que tu me disais en fait. Ouais, c'est presque ça. Parfois, je me dis, mais je suis vendeur d'assurance, mais ça fait partie du, ça fait partie du jeu. Tout à fait. Et je reviens sur tes clients Devoteam. Tu sais me dire en France un ordre de grandeur de clients grands comptes qui aujourd'hui que vous pouvez accompagner ou que vous avez pu accompagner? Alors, je pense que il faut compter à peu près une soixantaine de clients grands comptes en France. Alors, tous ne sont pas chez Devoteam, mais on a de très beaux logos et des sociétés du CAC 40. Et ce qui était au démarrage de OutSystem en France, c'était plutôt du SMB et même des ETI. Et au fur et à mesure, le niveau est monté. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, tout n'est pas rose, hein. C'est pas un Eldorado incroyable. C'est difficile à faire changer de paradigme et de montrer à quel point ça va changer les organisations, le low-code. Et si le low-code pour une application, encore une fois, j'y reviens parce que c'est mon expérience et je trouve que c'est extrêmement important, ça n'a pas de sens. Et donc, chaque fois qu'on a voulu vendre simplement pour une application, ça, on n'avait pas de plus-value et finalement on n'est pas allé au bout. Ça s'est pas très bien passé. En revanche, dès qu'on arrive dans un programme et qu'on montre une vision, et la vision stratégique, elle peut venir que d'en haut, là, il y a un véritable bénéfice au low-code. Alors, sur une application, moi, de mon point de vue personnel, c'est vrai que des acteurs comme OutSystem, il y a qui? Il y a Retool aussi, il y a Mendix, Appian, mettre en œuvre pour une application, de toute façon, il y a un ticket d'entrée qui est pas complètement donné. Il y a d'autres applications qui sont plus agiles. Je pense à Xano notamment, ou si on part sur Supabase, on peut commencer par une application, mais de toute manière, si on s'arrête à cette application-là, on est content, on a fait quelques gains sur une app et à un moment donné, il faut y aller, il faut continuer. Et ça, quand on a préparé, tu me disais aussi, mais tu as un client, bon, parmi d'autres, mais tu as un de tes clients qui, lui, a fait le choix de ne pas aller plus loin. Alors, ceux qui vont plus loin, je préfère regarder ceux qui vont plus loin, du coup, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut pour être capable de scaler cette approche du low-code aujourd'hui dans un grand groupe? Donc, tu m'as dit, la DSI bien impliquée, un sponsorship de haut niveau. Ouais, alors le sponsorship, il est primordial, de haut niveau, avec ce qui permet d'embarquer les équipes. Souvent, c'est plutôt, on a été confronté à des guerres de middle management qui disaient non, non, moi j'ai mes équipes, j'en veux pas, c'est pas possible, etc. Ouais. Et de voir le low code comment je vais dire ça de manière polie, comme un cheval de Troie qui va casser leur business. Ouais. Absolument pas. Pas du tout. Ça va leur permettre de faire plus. Et ils sont pas obligés de l'adopter, hein, mais en revanche, ça va permettre aux mêmes équipes, on garde le même nombre de développeurs, mais ils peuvent en faire beaucoup plus. Ça, c'est vraiment un énorme avantage. Euh, ceux qui s'embarquent sur un programme, à chaque fois, c'est une vision long terme. Donc, on n'est pas sur une vision annuelle, mais là, en ce moment, je travaille avec un client, on est sur une vision à 5 ans, 6 ans. Donc, une véritable projection. Ok. Ce qui, euh, ce qui est rassurant et ce qui permet aussi de travailler et d'ordonnancer les projets. Euh, Dire que j'ai un projet par an, en fait, certes, mais si avant on dit ok, on a 4 ans pour faire ça, projet 1, 2, 3, 4, 5, ça permet de mieux construire l'architecture, puisque ça reste quand même une plateforme avec une forte notion d'architecture pour savoir comment on va optimiser les coûts de la plateforme. OutSystem est extrêmement modulaire. Et donc, plus je Mhm. construis, plus j'utilise des modules qui sont construits, donc il faut que je réfléchisse bien en amont comment je vais construire mes modules pour qu'il y ait un maximum d'utilisation et de réutilisation. Et donc, il y a une courbe d'accélération dans les développements. Bah, j'en profite, je fais une dédicace à Jean-Christophe, qui à mon avis ne reverra même pas la vidéo, mais c'est pas grave parce qu'il en parlait ce matin et il nous disait, moi
moi, Nicolas, je suis dans le make or buy. Tu vois, globalement, c'est l'un soit l'autre, et on en a un petit peu parlé tous les deux. Et alors lui, il a une vision, une autre vision. Donc c'est un ancien DSI, un très grand français, et qui disait, moi, j'ai toujours poussé le reuse or buy or make dans ce sens-là. Et en fait, j'ai vu à plusieurs reprises dans des entreprises d'ailleurs, c'est à la Poste, c'est ce qu'on a fait, en fait. Hein. J'ai pas réfléchi, mais c'est ce qu'on a fait aussi. Je fais un premier pas, à un moment donné, pour une raison qui est diverse, en fait. Voilà, parce que nous, on va se dire, toi, moi et plein d'autres personnes, on va se dire, c'est de l'efficience IT, ça permet d'aller plus vite, de coûter moins cher et tout, mais il faut qu'il y ait un élément déclencheur à un moment donné. Souvent, c'est une contrainte particulière ou c'est une personne particulière, voilà. Et donc là, on est dans le make. Et puis, à un moment donné, que cette plateforme qui est capable de faire un peu papa et maman à la fois est en place, qu'on a le bon partenaire pour le faire, ben là, on a plein d'idées et on rentre directement dans le reuse. Et le make or buy se pose même plus trop. La question se pose même plus trop. On est dans le reuse un peu systématique. Quoi. Je te confirme. Je te confirme. Non, mais c'est encore une fois, c'est un degré de maturité. Et j'ai des clients maintenant qui se posent la question de dire, OK, mon portfolio applicatif aujourd'hui, c'est ça. Telle application, c'était un bail. Elle me coûte tant par an en licence. Est-ce que je peux pas la refaire sur un autre système? Avec une véritable visibilité et un gain qui est, j'ai un client qui envisage un gain de pratiquement 100 000 euros par an sur une seule application. Ouais, en licence, un coup de run. En licence. Qui est le problème, un des problèmes majeurs de la DSI aujourd'hui, l'explosion des coûts de run avec le cloud et compagnie. Quoi. Exactement. Moi, j'ai l'exemple d'une très grande entité qui arrête un projet SAP à plusieurs millions d'euros et plus de voilà un sacré paquet de thunes qui a déjà un an de retard qui se dit en fait je vais prendre tout ça attends caméra voilà je vais prendre hop, je vais prendre tout ça, je vais utiliser que ça de mon côté, ça va me coûter une aubaine phénoménale. En coût de run, c'est des centaines de milliers d'euros. Et finalement, est-ce que je peux pas avoir une autre approche? Alors, par contre, c'est une prise de risque, quoi, quand même aussi. Tu prends un SAP, tu sais que, en fait, c'est rigolo parce que ce matin, c'était des VSI qui me disaient, tu prends un SAP, tu sais que personne ne va t'en vouloir, même si ça marche pas. C'est pas, t'es sûr que ça va marcher. T'es sûr que tu vas pas te faire taper dessus si ça marche pas parce que moi, tu as fait le choix de la sécurité du truc que tout le monde prend et puis voilà. Et après, cette difficulté de mise en œuvre, c'est pas anormal, quoi. Je viens sur les métiers, je vois que le temps avance. J'étais sûr qu'ils avanceraient très très vite ensemble. Le rôle des métiers là-dedans, c'est quoi? Il est fondamental. Le métier, c'est celui qui va utiliser l'application et qui a besoin de l'application. Il faut bien revenir à la base. Si on développe des applications, c'est que pour qu'elles soient utilisées de manière intelligente par les métiers. Les métiers connaissent les product owners, ils connaissent sur le bout des doigts ce dont ils ont besoin et ce que leurs clients demandent. Ça, c'est primordial. On ne va pas développer pour faire un joli code, on ne va pas développer pour faire une jolie application. On développe parce que derrière, il y a une véritable attente et un résultat. Et donc, un métier, il est fondamental dans cette phase d'initiation, d'explication des tenants et des aboutissants, de la vision du produit. La vision du produit, elle n'est pas que sur un instant T, elle est encore une fois sur un horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qui permet en fait de segmenter et de pouvoir bien rythmer le développement d'applications. Et leur présence ou leur connaissance, elle est fondamentale dans le low-code. Encore une fois, on est sur un outil qui va très vite. Il va très très vite. Donc, on peut se tromper dans le développement, on peut revenir en arrière, c'est pas un problème. On peut se tromper, mais on peut corriger aussi vite. En revanche, il faut que l'application soit utilisée, il faut qu'elle prouve un gain. Et ça, leur implication est fondamentale. Top. Et aujourd'hui, alors toi qui es commercial, tu adresses plutôt les DSI, plutôt les directions métiers, ou les deux? Les deux forcément, les deux parce que j'ai besoin de comprendre le métier de l'entreprise et où est-ce qu'ils veulent aller. Et donc, pour prouver qu'il y a de la valeur, il faut comprendre quels sont les gains, quelles sont les difficultés. Souvent, c'est le time to market. Le métier dit j'ai ça, 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 j'ai ce produit, j'ai ma concurrence qui est de plus en plus féroce, de nouveaux acteurs qui arrivent, qui eux sont plus agiles, plus mobiles. J'ai besoin de telle fonctionnalité, je n'arrive pas à l'avoir et j'arrive pas à avoir exactement ce que je souhaite. Là, on a une véritable difficulté et on peut en parler, remonter à la DSI et dire on peut peut-être vous aider à corriger
parce que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le budget, il y a plein de raisons pour lesquelles les métiers ne sont pas entendus. Ouais. Le low-code, ou en tout cas, Devoteam peut aider à faire le lien entre les deux, entre le besoin du métier et le service que doit rendre une DSI, pour accélérer et surtout démystifier le fait que le low-code est un jouet, ça ne servira à rien, c'est pas ce dont on a besoin, etc., etc. Dès qu'on arrive à ce niveau-là, effectivement, on voit une forte accélération de l'utilisation du low-code. Et le risque, c'est même que des développeurs disent, moi, je ne reviens pas en arrière, je ne fais plus de code. J'en connais. Ben voilà, J'en connais. J'en connais aussi qui ça aiment manque. revenir dans le code régulièrement, quand même. Mais ouais, j'aime bien expliquer ça, la vision. Pour moi, le visual programming, c'est comme de l'IKEA. On assemble des pièces, voilà, on peut faire des choses qui répondent absolument aux besoins des clients bien mieux parce que c'est moins cher, plus rapide, etc. Pour autant, tu demandes à un menuisier de devenir monteur IKEA, ben, il peut y trouver un intérêt, mais à un moment donné, il aime quand même revenir dans le bois en lui-même. Et tu es un peu Dieu tout-puissant quand tu développes quand même. C'est toi qui crée tout from scratch. C'est quand même un peu grisant. Alors, je parlais avec un de nos tech leads ce matin. Il vient du monde du développement et il Ouais. adore développer à côté. C'est-à-dire qu'il fait aussi du Ah code. oui, bah oui. Et, et, et l'un n'empêche pas l'autre. Mm. Et il adore OutSystem pour toutes les accélérations, mais il y a des moments, il dit, pour moi, parfois, c'est plus simple de coder Oui, que de. Et c'est l'avantage du low-code. Le low-code permet cette interaction avec le code traditionnel. tout à fait. Tout à fait. Je suis en phase. Euh, Question évidente qu'il faut absolument qu'on se pose avant la fin. On ne peut pas parler de tech sans parler d'IA aujourd'hui. On pense qu'on veut, mais c'est un sujet qui s'impose à nous absolument. On est tous en phase sur le fait que c'est une révolution industrielle qui arrive, qui est en train de se mettre en place, voilà, etc., etc., etc. Mais je vais être provoque à mon tour. Hein. À quoi ça sert de s'intéresser au visual programming, au no-code, au low-code, alors qu'aujourd'hui, avec un GitHub Copilot, on peut faire des choses extraordinaires, qu'avec un curseur, un Vercel, on peut se faire une app sans même savoir coder. Pourquoi s'intéresser au visual programming, quoi? La maintenance, la facilité en fait de rendre une application évolutive avec une plateforme comme OutSystem, avec l'IA qui est déjà intégrée. En fait, l'IA dans OutSystem, et c'est ça qui est fabuleux, il est sur plusieurs niveaux. Il est à un niveau, effectivement, je connecte des SLM, des LLM internes et j'optimise et je peux créer mes propres agents IA avec mes propres bases de connaissances, données propres à l'entreprise, très sécurisées. Je peux même optimiser le modèle et Mm. donc éviter une explosion du coût du token et utiliser, dire pour telle activité, je veux tel agent utilisera tel token, tel IA, modèle, etc. Donc tout ça, c'est je dis relativement aisé. En tout cas, il y a des connecteurs qui permettent de le faire. Ensuite, tu as effectivement la partie assistance aux développeurs, mais l'IA intégrée dans OutSystem permet d'être certain que ton application sera maintenue sur la durée. Encore une fois, on n'est pas sur je génère un bout de code Mm. voilà, ça marche, c'est bien. Non, non. L'idée de OutSystem, c'est bien la plateforme qui accompagne les factories des clients pendant plusieurs années. La preuve, c'est que on parlait de l'aéroport de Lisbonne, ça fait 15 ans qu'ils sont sur OutSystem. Ouais. Et tu changes pas un système comme ça du jour au lendemain. Et c'est un système qui est toujours moderne. Donc, oui, on est sur la durée. Et donc, l'IA, et c'est pas que la génération du code, c'est le low code plus l'IA sont pour moi un combo gagnant. Ouais. Et quelqu'un d'autre m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit en plus pour une IA, c'est peut-être plus simple et ça consomme moins d'énergie de bouger des cubes ou des concepts C'est que vrai. des codes. Ça doit être vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé comme ça aussi. Ben, Une déficience, on parle beaucoup de, de Green IT. Effectivement, ça pourrait rentrer en compte, quoi. et le dernier sujet, l'IA, en fait l'IA pour les métiers, et donc l'IA pour la phase amont, qui est la phase de conception de l'application. Là, il y a un véritable accélérateur de dire on peut vous montrer rapidement, métier, la tête qu'aura votre application. C'est juste le squelette,
mais on vous projette déjà dedans. Après, il y a tout le travail à remettre en œuvre, etc., etc. Mais initier cette phase-là déjà avec un prompt, une IA très développée comme Mentor de chez OutSystem, permet de projeter les métiers encore plus dans leur solution finale. Tout à fait. Moi, mon point, c'est l'IA pour les devs, il faut évidemment y aller à fond parce que ça permet d'optimiser, de gagner en efficience. Pour autant, moi, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais du visual programming, j'ai des devs qui utilisent, des devs tradis qui utilisent leur copilot et les outils qu'ils peuvent utiliser, voilà. Et puis, j'ai aussi mon équipe qui fait du visual programming. Les deux sont absolument complémentaires. Et ce sweet spot là, qui est sweet spot plutôt, de l'IA et du visual programming, effectivement. Je ne sais pas si tu as vu ce que fait WeWeb aujourd'hui. Ils ont sorti il y a quelques semaines une IA qui va complètement dans cette direction-là. Alors, pour moi, le chemin, il a encore à y aller. Je ne connais pas Mentor. Enfin, je sais, j'avais une démo il y a Mentor il y a quelques mois. Je pense que ça a pas mal évolué depuis en plus. Mais effectivement, les deux ensemble, moi, j'y crois à fond. Et ton défi de l'IA, pour compléter, il est bien sur comment mon IA va m'aider à analyser mon application legacy et en créer un jumeau numérique pour pouvoir en fait redévelopper soit en low-code, soit en code traditionnel. Bon, je préférerais en low-code, bien évidemment. Et ça, c'est carrément un autre live à prévoir, le jumeau numérique. Je sais que ça te tient beaucoup à cœur et le sujet est absolument passionnant, c'est clair aussi. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais je m'interroge beaucoup. On va arrêter là. J'ai une question avant de finir sur les différents rendez-vous que je peux proposer aux gens. La question est toujours la même, c'est qu'est-ce que tu conseilles à une entreprise qui s'intéresse au low-code? Comment tu lui conseilles d'aborder le sujet? Alors, rester extrêmement ouvert et deux, d'avoir bien en tête ce qu'ils veulent faire. C'est avant de parler de technologie, c'est quelle est la vision, encore une fois, de leurs produits, de leur marché, de leur time to market, de leur budget. Le low-code, encore une fois, c'est absolument formidable, mais ça demande, parce que ça va très vite, ça demande encore plus de gouvernance. Donc, parce que on peut se planter facilement. Et donc, toute cette phase amont, elle est extrêmement importante. Une fois que toutes les bases et tout est écrit et bien défini et le message est clair en tête, un acteur comme Devoteam peut conseiller sur différentes technologies, encore une fois, et pas simplement que du OutSystem, mais on a plein de palettes et de solutions que l'on peut recommander. J'aurais dû me douter que ça finirait comme ça. Ce qui me va très bien, il n'y a pas de souci. Je suis commercial aussi, hein, je te le rappelle. Bien sûr, écoute, ça fait partie du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire également, puisqu'on ne va pas disparaître avec Cédric. Donc, on répondra à vos questions aussi en décalé, il n'y a aucun souci. En attendant que éventuellement 2-3 questions se posent ou pas, moi je vous donne rendez-vous du coup mardi prochain, donc mardi 11 mars à Laval pour une journée entière consacrée au no-code, au low-code et à l'IA aussi, au West Data Festival, donc en Mayenne, sous la houlette de la région Pays de la Loire, organisée par Mayenne Technopole, et j'ai encore oublié le terme, c'est pas grave, je suis pas payé pour ça, donc c'est pas grave. Voilà, on va faire une table ronde. Il y aura BNP, il y aura GIFAR, et il y aura BETC qui a intervenu dans une masterclass précédemment aussi, qui vont faire des retours d'expérience, il y aura des présentations d'outils, pas OutSystem cette fois-ci, mais vous aurez l'occasion d'avoir des présentations d'OutSystem dans d'autres rendez-vous, j'en suis sûr. Voilà, donc ça va être une journée vraiment très intéressante. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Et puis depuis Paris, c'est juste 1 heure. J'ai pris mes billets ce matin, c'est juste 1 heure et ça se fait très très bien. Moi, je vous donne également un rendez-vous pour une prochaine masterclass dans 2 semaines qui s'annonce tout aussi intéressante. Et on va parler de choses complètement différentes. On va quand même parler du local. Puis ça sera avec Système U. Et alors, Système U, eux, ils sont... alors, lui, parce que eux, ils sont très nombreux chez Système U. Mais on va parler d'une personne qui va témoigner et qui, pour moi, se positionne 4-5 ans en avance sur à peu près tous les acteurs du low-code, et même moi, et pourtant ça fait 10 ans que je travaille dessus, puisque c'est quelqu'un du métier
qui a pris en main un outil low-code plutôt bien costaud, hein, et qui a redéveloppé tout l'outil de gestion de projet. Et quand on parle de gestion de projet, ce sont des magasins, donc avec des centaines et des milliers d'intervenants, des choses qui normalement sont sur du MS Project, et même MS Project, c'est un peu rikiki par rapport à ce qui doit être fait. Ben, en fait, lui, c'est le métier. Il a fait son outil progressivement par rapport à ses besoins. Il a un truc absolument custom. Les frais de run ont été divisés par 10 000 à peu près. Bon, j'exagère, mais voilà. Donc, voilà. Et ces métiers qui prennent en main ces outils-là, OutSystem, je ne sais pas, mais l'IT des métiers, en tout cas, clairement, ben, c'est aussi une des promesses du low-code. Il y a les pro-dev, il y a les citizen dev, et puis cette IT des métiers qui peut être très intriguant et très intéressant. Voilà. Mais écoute, Cédric, on n'a pas d'autres questions. Je crois qu'il y a Joe Alves qui est intervenu, mais je suspecte d'être de chez OutSystem ou de chez Devoteam. Et Xavier Agapé qui commente, puisque effectivement, il a accompagné Système U là-dedans. Merci encore, Cédric. C'était vraiment. Merci à toi, Nicolas. Puis je pense qu'on va se retrouver dans différents événements aussi autour du low-code dans les mois à venir, parce qu'il y a une vraie communauté, il y a une mayonnaise qui est en train de prendre, moi je crois, et on est tous acteurs, on a tous à y gagner là-dedans, plus ou moins, et ça va être chouette. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, merci à tout le monde. Au revoir.